Déjà, les conséquences du réchauffement climatique impactent à la fois, c'est vrai, les pays du Nord et les pays du Sud, mais davantage les pays du Sud, parce qu'ils ont moins de capacités financières, techniques et institutionnelles pour faire face à ces conséquences. Par ailleurs, dans les pays en développement, 70% de la population vit en milieu rural et dépend donc directement ou indirectement de l'agriculture ou de la pêche pour ses conditions, enfin pour ses revenus, mais aussi pour son alimentation. Et l'un des principaux impacts du changement climatique dans les pays en développement sera la baisse des revenus agricoles, puisqu'on parle d'une baisse de 20% des rendements agricoles à l'horizon 2050. Donc on voit bien les conséquences désastreuses que pourrait avoir le changement climatique pour les populations les plus pauvres en milieu rural dans les pays en développement. Donc il est important dès maintenant de mettre en place des politiques d'adaptation pour faire face à ces effets négatifs du changement climatique. Alors on parle beaucoup du secteur agricole, mais on pense aussi au secteur de l'eau et de la gestion des ressources en eau, puisque sans pouvoir cartographier exactement les impacts du changement climatique sur la ressource en eau, on s'attend à une plus forte variabilité dans les précipitations et donc une difficulté à gérer la ressource en eau et donc par réaction en chaîne, une difficulté à gérer les ressources agricoles de demain. Le changement climatique induit une contrainte supplémentaire sur l'atteinte notamment des objectifs de développement. Donc il est important de revoir nos modes de développement avec cette contrainte supplémentaire. Ce qui signifie qu'il faut intégrer dès maintenant les impacts du changement climatique sur tous les secteurs de l'économie et du développement, que ce soit l'agriculture, comme je le disais tout à l'heure, l'eau, l'énergie ou les infrastructures, et revoir l'ensemble des politiques agricoles, des politiques de développement en général, des politiques de réduction de la pauvreté, avec cette contrainte du changement climatique pour pouvoir faire face demain au changement climatique et donc avoir un nouveau mode de développement qui soit résilient aux effets du changement climatique. Climate change is a development threat because the development objectives are already being threatened by the fact that we don't know how to address them. And climate change is making circumstances for people even more difficult. So specifically, issues that have to do with food security or even human security, personal security, are already in existence, and then with climate change it becomes worse. And that's why we define climate change as a development issue rather than specifically an environment issue. On a political level, very often you need this kind of trigger to be able to justify rethinking, restructuring institutions and rethinking approaches. And now we have that. We have a political momentum that's going, and so we can take advantage of that. So it's not maybe so much the actual climate change itself that's offering us a chance to rethink, because much of what we do about adaptation is not taking advantage of the changes. It's the political aspect of climate change that offers us this opportunity to rethink development. La plupart des pays se lancent en tout cas dans des politiques dites climat, des politiques donc de réduction des émissions, de transformation du modèle de développement. Donc, mais nous sommes encore à un niveau très balbutiant. Donc les améliorer, c'est d'abord les mettre en place partout, ce qui n'est pas le cas, dans des contextes évidemment qui sont différents. Pour la plupart des pays très pauvres, il s'agit de consommer plus d'énergie et pas moins, donc d'avoir accès aussi à plus d'énergie renouvelable. Et c'est aussi beaucoup d'éléments du modèle économique qui ne sont pas en place pour ça, parce que tout simplement les émissions de carbone aujourd'hui elles sont gratuites, c'est-à-dire qu'on n'est pas taxé pour cela. C'est aussi trouver des mécanismes financiers qui permettent, je prends un exemple, de financer l'efficacité énergétique des bâtiments ou des transports, en sachant que ça ne va pas avoir de rentabilité immédiate, mais que ça en aura une très grande assez rapidement. Mais il y a au fond un problème de mécanismes financiers qui ne sont pas présents pour assurer cette transition entre les coûts immédiats et les bénéfices de moyen terme. Les entreprises, évidemment, c'est elles qui vont faire. C'est elles qui vont faire le fait qu'on construit des systèmes énergétiques qui soient différents, que les services qui soient offerts aux différentes populations intègrent ces objectifs de protection de l'environnement. Donc c'est elles qui vont faire. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, elles ne sont pas encore incitées à le faire. Peut-être ce qu'on peut retenir aujourd'hui de ce que peuvent apporter les entreprises à cette transformation, c'est qu'elles ont besoin absolument d'une action de l'État tout à fait renforcée et tout à fait renouvelée. Je crois que personne ne pense qu'on va revenir ni à l'État planificateur des économies centralisées, ni à l'État bienveillant Providence qui a au fond dominé la vie économique des pays industrialisés dans les années 60 et encore le début des années 70.
Donc ça, pas de retour en arrière possible d'une certaine manière lié à l'intégration dans laquelle nous sommes, dans l'économie mondiale. Et en même temps, on ne sait pas encore comment faire. On sait qu'il faut beaucoup plus d'action collective, il faut beaucoup plus d'impulsion du côté des politiques publiques. Mais à quoi doit ressembler cette action, ce nouvel État? Eh bien, je crois que c'est encore ouvert et c'est ça sans doute le défi intellectuel et politique majeur que nous avons devant nous. Funding is not a limit. It's not the most important limit for being able to adapt to climate change, for example, or even for that matter, mitigate greenhouse gas emissions. So I think it's important to be aware of that this number that's being spoken of. Surely it's important, but even without that money, we should be able to do quite a lot, because it's really a matter of changing a lot of things that we're doing now in order to reduce our vulnerability, specifically our exposure, our sensitivity, the risk that climate change poses to us. And a lot of that is socially constructed, which means that it's society that's creating that risk, not because of lack of funds. Without recognizing the sort of the magnitude of change that's required on a sort of perception level, on a political level, and on a institutional level, we're never going to be able to address climate change properly. And then we're just going to have to do what a lot of these sort of doomsayers think, which is that as climate change approaches, people are going to die, and eventually we're going to be so desperate that we're just going to all make these changes. And there again, it doesn't matter how much money is there. We're just going to have to change, even if that means that there's only a few people left on the planet. Et si dans les grands pays, et je pense aux grands pays en développement, aux grands pays émergents en particulier, des pays comme la Chine, ou l'Inde, le Brésil, ou l'Afrique du Sud, se lancent dans des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'économie d'énergie, dans le développement urbain, mettent en valeur des solutions d'énergie renouvelable. Je crois que cela va générer un effet d'imitation tout à fait considérable pour les pays qui sont moins riches. Et que, au fond, ils peuvent constituer des modèles en matière de politique publique, y compris sur leurs instruments, ce qu'ils vont utiliser comme instruments fiscaux, subventions, organisations politiques et sociales, qui peuvent, je crois, inspirer les autres. Et ces effets d'imitation, on les a déjà vus dans le passé, tous égards, mais jusque-là, c'était plutôt les pays développés, les anciennes nations industrialisées qui ont donné le là. Là, on a de nouveaux acteurs qui, je crois, vont rendre crédible le fait que ce sont de bonnes politiques pour le développement économique.